Bonjour, je vais présenter aujourd'hui les relations entre sommeil et intelligence artificielle. Alors si on fait un premier état de la littérature, en faisant une mise en abîme, une réflexivité de l'IA qui utilise l'IA pour se regarder elle-même. Eh bien, bon, là, dans un premier temps, on utilise l'IA pour regarder où en est la littérature sur le SAOS, le syndrome d'apnée, hypopnée obstructive du sommeil. Bon, on voit qu'il y a 34 000 articles, donc difficile de tous les lire, mais si on les étudie de manière automatique, on voit qu'il y a des termes qui reviennent fréquemment ensemble, et quand ces termes reviennent fréquemment ensemble, ils sont rapprochés l'un de l'autre sur cette figure. Et donc on voit qu'il y a certains termes qui arrivent vraiment fréquemment ensemble, et donc ça fait des dimensions qu'on peut colorer. Et donc on voit tout en haut qu'il y a une certaine dimension autour de l'hypoxie, autour de tout ce qui est respiration, puis plus bas en jaune il y a tout ce qui est risque, etc. Et donc on peut isoler comme ça par l'IA des grandes dimensions qui sont traitées dans la littérature dans le SAOS, puisque cette base vient du fait de taper SAOS dans une base de données scientifiques comportant des articles comme PubMed. Alors plus précisément, si on tape médecine du sommeil et médecine de précision, donc sommeil et médecine de précision, on pourrait l'appeler médecine du sommeil de précision, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le SAOS. Donc c'est intéressant parce que là on n'a pas tapé SAOS mais vraiment médecine du sommeil de précision, et on voit que le SAOS est absolument central dans cette manière de faire de la médecine que je vais détailler par la suite, qui en deux mots, et pour faire très bref et très naïvement, la médecine de précision, c'est donner le bon traitement au bon patient au bon moment. Bon, c'est assez naïf, bien sûr. Alors, si on continue de regarder, de prendre la température de la littérature avec l'IA et en observant de manière automatique quelles sont les thématiques abordées dans les articles scientifiques, donc on peut taper IA et sommeil. On voit qu'il y a beaucoup moins d'articles et on voit qu'il y a toujours le SAOS qui est assez central. Donc là, on n'a pas tapé SAOS, mais vraiment on voit que quand on tape IA et sommeil, il y a le SAOS qui sort de manière prédominante. En étudiant un peu plus finement ces différentes dimensions, donc les dimensions sont représentées par des couleurs. Ce sont donc des dimensions qui comportent certains concepts, certains intérêts portés par les chercheurs, et donc on peut imaginer portés par les cliniciens dans leur pratique ou dans leur pratique future. On voit qu'il y a le SAOS qui ressort, la stratification en PSG, l'évolution, et puis d'autres thématiques, les modèles d'IA, tout ce qui est cardiaque, big data, etc. Bon, la difficulté face à tout ça, c'est d'essayer de se repérer. Parce que là, on va avoir besoin de biomarqueurs. Et l'avenir de la médecine du sommeil ou du SAOS, par exemple, au travers de son traitement via la PPC, la pression positive continue, eh bien, va nécessiter d'isoler des biomarqueurs. Ça, on va y venir. C'est la question plus générale, c'est comment on se repère dans ce hot topic qui est très fourni, mais en même temps florissant, avec des dimensions, avec énormément de dimensions, avec énormément de champs divergents. Eh bien, il faut sans doute une approche qui est systématique ou théorique, où en fait, dans un premier temps, on va tenter de clarifier quels sont les objectifs du clinicien ou du chercheur. Qu'est-ce qu'il veut faire là dans cette littérature qu'on voit? Qu'est-ce qu'il veut faire dans le SAOS? Eh bien, en fait, on va voir qu'il veut soit chercher des biomarqueurs, on va définir ce que c'est, soit trouver des phénotypes, des sous-groupes. Donc, soit chercher un indicateur de sa maladie, soit déterminer une strate, un sous-groupe, un phénotype. Et donc, c'est ce qu'on va voir au travers de cadres théoriques généraux de la médecine du sommeil de précision avec le biomarqueur et la médecine du sommeil stratifié avec le phénotype. Alors, une fois qu'on a clarifié les objectifs des cliniciens et des chercheurs, eh bien, on va essayer de voir la méthodologie. Qu'est-ce qui permet d'identifier ces marqueurs et ces strates, et qu'est-ce qui va s'avérer utile pour les cliniciens et les chercheurs actuellement comme dans le futur. Eh bien, l'intelligence artificielle peut à ce moment-là aider, et on va citer trois cultures d'une médecine du sommeil qu'on pourrait appeler numérique. Et donc, tout ça, c'est vraiment dans l'optique de proposer des outils cliniques. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que veut faire le clinicien ou le chercheur? Eh bien, il veut trouver des biomarqueurs. Un biomarqueur, c'est un indicateur mesurable, fiable ou valide, idéalement, qui reflète un processus biologique, qui n'est pas nécessairement biologique, mais qui reflète un processus biologique. Par exemple, le nombre de pas marchés par jour est un bon marqueur, ou on pourrait dire biomarqueur, de l'évolution cardiovasculaire future. Alors, il existe différents types de biomarqueurs, parce que si on essaie d'isoler des caractéristiques cliniques, donc on utilise un biomarqueur qui va être dit diagnostique. Par exemple, l'IH, l'index d'apnée-hypopnée, va permettre de diagnostiquer le trouble. Donc il s'agit d'un biomarqueur diagnostique. Alors qu'on peut utiliser un biomarqueur qui va essayer de grader, de statuer si ce trouble est grave ou non, léger, modéré, sévère, et donc c'est un biomarqueur qui est pronostic de l'évolution du trouble.
Troisièmement, on a un troisième type de biomarqueur. C'est un biomarqueur qui décrit le mécanisme sous-jacent, par exemple la génétique, et donc c'est un biomarqueur mécanistique. Par la suite, on peut imaginer que on veut trouver un biomarqueur qui décrive la prédiction sous traitement. Et donc c'est un biomarqueur prédictif. Est-ce que la maladie va bien évoluer après traitement? Et puis on peut imaginer des biomarqueurs qui servent à la fois à déceler la maladie, que ce soit diagnostic, mécanistique, pronostic, mais aussi à la traiter. Donc on appelle ça des théranostiques. C'est-à-dire que ce sont des biomarqueurs qui permettent à la fois le diagnostic ou le pronostic et à la fois la thérapeutique. Donc on peut imaginer par exemple l'orexine, ABC dans la narcolepsie. On va pouvoir repérer la narcolepsie, la maladie avec cet indicateur, ce biomarqueur, et en même temps la traiter avec des agonistes orexinergiques. Bon. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a compris ce que c'était un marqueur, un biomarqueur, un indicateur. On comprend que dans le grand champ de la médecine du sommeil de précision, stratifiée, eh bien, voilà, on a une médecine qui est basée sur les biomarqueurs. On appelle ça une médecine du sommeil de précision. Les chercheurs, tout un champ de la littérature indépendant, tentent d'isoler un biomarqueur. Bien sûr, pour isoler ce biomarqueur, ils vont devoir faire des sous-groupes. Un sous-groupe tout simplement avec le marqueur et un sous-groupe sans le marqueur. Et inversement, il y a d'autres chercheurs, tout un champ de la littérature, qui essaient de trouver des strates, des sous-groupes de patients. Et donc là, ils vont délimiter des clusters, des phénotypes, mais pour ça, pour les délimiter, ils vont avoir besoin d'un marqueur qui permet d'identifier chaque cluster. Donc on voit que ces deux types de recherche, deux types de conçoit la médecine du sommeil, qui en fait parlent au clinicien, puisque le clinicien est tantôt en train de chercher un marqueur qui va permettre de l'indiquer, de l'orienter sur la voie de la maladie, et tantôt il va essayer de ranger son patient dans une sous-catégorie qu'il connaît par rapport à des patients qu'il voit déjà. Et on voit que c'est comme ça que se construit, on va dire, une forme de médecine du sommeil, en tout cas autour du SAO. Alors, bon, comme on vient de le dire, médecine du sommeil stratifiée, c'est identifier des sous-groupes, ça ne peut pas se passer de cibler des biomarqueurs. Donc, faire des strates nécessite de cibler des biomarqueurs. Et inversement, tout en bas, médecine du sommeil de précision, on ne peut pas se passer, donc c'est identifier des biomarqueurs, on ne peut pas se passer de nécessiter des strates qui permettent de trouver ces marqueurs. En fait, médecine de précision, médecine stratifiée, donc médecine fondée sur des biomarqueurs ou sur des sous-groupes, ça s'inscrit dans une thématique encore plus large, la médecine personnalisée. Médecine personnalisée, on le voit en haut, on a fait une étude dans Chest, on voit que ces diagrammes de Venn montrent que la médecine personnalisée du sommeil a été prédominante il y a quelques années, et puis petit à petit, c'est le rond rouge, il diminue au profit d'un autre terme qui apparaît, et donc sans doute d'autres concepts, plus sur l'idée du biomarqueur, avec le rond bleu qui augmente, qui est la médecine du sommeil de précision. En bas à gauche, on voit que c'est la même chose en oncologie, et en bas à droite, on voit que c'est la même chose en psychiatrie. Le rond bleu qui était unique et prédominant au début des années 2000, c'est la psychiatrie personnalisée, et on voit que petit à petit, le rond vert augmente, c'est la psychiatrie de précision. Et donc on voit qu'il y a comme ça une évolution des termes qui reflète une évolution des concepts, qui reflète une évolution des intérêts des chercheurs qui témoignent de la pratique clinique ou de la pratique future. Alors, bon, maintenant qu'on a fait le point sur un champ très fourni, des biomarqueurs, l'idée de bien séparer médecine de précision liée aux marqueurs, médecine stratifiée liée au phénotype, on va voir ce qu'il en est dans le SAOS. Alors, un biomarqueur unique. Dans le SAOS, on l'a. C'est l'IAH, l'index d'apnée-hypopnée, qui est une mesure de fréquence, mais qui n'est pas étiologique. Donc il y a des auteurs, par exemple Malhotra récemment, qui disaient, mais en fait, non, il n'y a pas de corrélation entre l'IAH et les symptômes rapportés chez le patient. De la même manière, l'IAH ne permet pas de dire si le traitement va bien marcher. Donc qu'est-ce qu'on repère? Si on se souvient les différents types de biomarqueurs, l'IAH est sans doute un marqueur diagnostique, d'ailleurs de manière très circulaire, puisque le diagnostic est défini par ce biomarqueur. Mais par contre, ce n'est pas un marqueur prédictif de l'évolution du traitement, ni pronostic. Alors, est-ce qu'il y a d'autres entités qui peuvent être utilisées, donc d'autres biomarqueurs? Oui, il y a des biomarqueurs qu'on a dit diagnostiques, mais il y a des biomarqueurs qui sont aussi pronostiques ou mécanistiques. Alors dans tout cela, si on les liste, il y a plusieurs propositions dans la littérature, l'intensité d'éveil, la charge hypoxique, l'index de désaturation en oxygène, un couplage cardiopulmonaire en ECG, la profondeur du sommeil ou des biomarqueurs mécanistiques qui sont génomiques ou exposomiques.
Bon, tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de preuves cliniques en leur faveur qui permettraient en tout cas de les implémenter dans la clinique et de les utiliser dans une pratique clinique courante. Alors bon, on peut aussi, qu'est-ce qui nous reste comme biomarqueur? On peut aussi imaginer qu'on va trouver des diagnostics, on laisse ouvert la question parce qu'on n'y est pas, et donc ce qui reste pour de bon, ce sont les biomarqueurs prédictifs. Il y a un fort espoir autour de ça, c'est que on ne trouve pas vraiment de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques, mécanistiques, mais au fond, peut-être ce qu'on veut le plus, c'est un biomarqueur prédictif qui permette de nous dire, voilà, ce patient va bien évoluer une fois que je l'ai pris en charge. Donc il y a des propositions aussi. Durée de l'apnée-hypopnée, donc la durée de l'apnée-hypopnée, la quantification de l'inflammation, des fonctions autonomiques, des voies du stress oxydatif. Et donc, si un important essai clinique dans le futur était à mener, il faudrait vraiment se questionner sur le type de biomarqueur qu'on utilise. Voilà, avec l'idée que peut-être prôner un biomarqueur qui est prédictif, ça serait plus intéressant sur certaines strates. À ce sujet, qu'est-ce que c'est les strates qu'il va falloir faire? Est-ce que, pour l'instant, on a des strates, des sous-groupes de patients, des phénotypes de patients, notamment dans le SAOS, qui sont déterminés sur la base d'un biomarqueur prédictif? Oui, beaucoup de sous-groupes du SAOS qui ont été déterminés. Par exemple, la sévérité de la somnolence. Alors, quel type de marqueur c'est la somnolence? Ça a été tenté d'être testé en tant que marqueur pronostique, non reconnu, ni pour la gravité ni pour la mortalité, sauf sur les patients ayant signalé une somnolence diurne excessive. Alors quand on regarde, en effet, dans l'exemple 1, lorsque les patients ont une somnolence diurne excessive, eh bien, en effet, le biomarqueur somnolence est à risque de pathologie cardiovasculaire. De la même manière, EAL et collaborateurs en 2014 avaient testé que sous un sous-groupe avec somnolence diurne excessive, on retrouve ce marqueur pronostique. De plus en plus, on se tourne vers des marqueurs qui sont multimodaux, c'est-à-dire que en bas à droite, on voit qu'il faut qu'il y ait peu de symptômes et peu de risque cardiovasculaire, donc c'est le carré vert, et en fait on a donc un marqueur qui est diagnostique, les symptômes à un temps donné, et puis l'évolution, donc un marqueur pronostique. En haut, en rouge, en haut à droite, et bien là on a un marqueur diagnostique qui est très élevé, beaucoup de symptômes, et un marqueur pronostique qui est très élevé, beaucoup de risques cardiovasculaires. Et donc comme ça, on peut faire un classement multimodal en utilisant plusieurs biomarqueurs, un panel de marqueurs. Bon, la question qui réside, c'est pourquoi si peu de marqueurs prédictifs dans le SAOS? Alors bien sûr, c'est pour des arguments d'organisation de la recherche, financiers, d'expertise, c'est toujours délicat de mener des essais cliniques, mais en fait, il y a peut-être la nécessité d'utiliser des outils plus complexes. Si on ne les a pas identifiés, c'est parce que de tels biomarqueurs ne sont pas évidents à identifier. Et donc, des auteurs comme Strollo et collaborateurs en 2011 avaient déjà proposé, il y a 10 ans, de clarifier la méthodologie, créer une infrastructure phénotypique et de précision, donc une médecine stratifiée et de précision, axée autour des phénotypes et des marqueurs, et tout ça autour de l'intelligence artificielle. Alors, en une diapositive, qu'est-ce que c'est l'IA? Bon, l'IA, c'est une discipline scientifique à part entière, au même titre qu'on pourrait dire la médecine. Par exemple, un chercheur en sciences humaines peut te dire chercheur en IA. Alors que l'apprentissage automatique est la principale méthode qui permet de faire de l'IA, qu'on appelle machine learning, et une forme d'apprentissage automatique sous forme de réseaux neuronaux artificiels correspond au deep learning, à l'apprentissage profond. Alors au lieu de rentrer dans les différentes méthodes pour faire de l'IA, je liste très brièvement en quoi l'IA se distingue des statistiques, et en même temps on voit qu'elle en est une évolution, elle est dans la continuité des statistiques. Alors par rapport aux statistiques, l'IA, elle a des hypothèses qui sont moins fortes, donc une théorie qui est moins forte que les statistiques. Les données, elles sont plutôt observationnelles pour le moment. L'utilisation, elle se fait par une forme d'apprentissage au même titre que la clinique, qui est informelle, qui est un peu plus délicat à acquérir que les statistiques qui sont assez protocolaires. Les algorithmes dans le cas du deep learning peuvent être de type boîte noire, les objectifs sont différents puisque pour l'instant on va être plus exploratoire que confirmatoire, et puis les inférences qu'on peut tirer comme conclusion, ça va plus être de l'induction et de l'adduction que de la déduction, puisqu'en fait on va partir des données pour essayer de faire émerger des hypothèses. Et donc la vérité, c'est dans les données et plus que dans le modèle. Donc là, je donne un exemple où on voit qu'à gauche, théorie driven ou la déduction, c'est vraiment l'idée de faire des statistiques. On a une hypothèse, on va la tester et on va confirmer notre hypothèse, alors que l'IA est plutôt data driven, c'est-à-dire guidée par les données,
on va regarder des données, on va essayer de trouver des patterns, donc des schémas de comment elles s'assemblent, et donc on va émettre une hypothèse. Mais en fait, tout ça, c'est bien, mais ça ne peut marcher que si il y a le clinicien au centre de la réflexion. C'est pas pour flatter le clinicien, c'est vraiment dans l'idée que, eh bien, une fois qu'on a déterminé notre sous-groupe, eh bien, on va être embêté parce qu'on ne pourra pas déterminer autre chose. Alors, je m'explique. Quand on a fait un sous-groupe diagnostic, eh bien, on va avoir du mal à trouver le pronostic et la thérapeutique avec le même marqueur. Donc, par exemple, on utilise le marqueur IAH pour faire un sous-groupe diagnostic, un sous-type de SAOS, avec des plus ou moins importants IAH. Eh bien, l'IAH ne va pas marcher pour le pronostic ou la thérapeutique, comme on l'a vu. Et c'est la même chose pour toutes les combinaisons. Quand on trouve un marqueur qui permet de déterminer un sous-groupe pronostic, il y a un problème diagnostique, ou un sous-groupe thérapeutique qui aurait un problème mécanistique, etc., etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fonction de l'intérêt clinique, en fonction de la question, en fonction de la recherche, il va falloir que le clinicien donne son avis, s'engage et arrive à faire relier biomarqueurs et clinique. Et donc, il faut pour cela créer un réseau qu'on crée en clinique du sommeil où eh bien, un data scientist qui manie l'IA, ingénieurs informaticiens qui peuvent créer des modèles, vont pouvoir discuter avec le clinicien informé qui doit pouvoir donner son avis. C'est un devoir qu'il a. Et en fait, c'est un écosystème novateur pour insister sur cette idée qu'on doit s'appuyer sur le clinicien pour cela. Une fois qu'on a compris ce que c'est l'IA, en fait, on voit que ça s'insère dans une manière plus large de concevoir ce qu'on pourrait appeler la médecine du sommeil numérique ou médecine du sommeil computationnel, de l'anglais computer, l'informatique, où en fait le patient et son clinicien peuvent échanger, mais en fait, s'ils peuvent certes échanger autour d'une médecine du sommeil digitale menée par des outils digitaux qui créent des phénotypes digitaux, c'est-à-dire qu'on va recueillir des données en vie réelle, en ecological momentary assessment, c'est-à-dire de manière ubiquitaire, dynamique, sur une temporalité donnée avec une certaine granularité, ça va être complété par des méthodologies précises, systématiques, robustes, comme l'IA. Mais en fait, il y a un troisième volet à cette médecine du sommeil numérique, c'est la modélisation en médecine du sommeil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recréer des troubles de manière informatique, de manière numérisée. Et donc on voit que ces trois points se complètent, puisque on a des outils numériques qui sont à gauche, en bas on a l'IA, l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, et puis ça va compléter des modèles qu'on appelle génératifs, qui vont générer les troubles de manière artificielle, pour essayer de mieux comprendre ça. Par exemple, dans la modélisation en médecine du sommeil, on va beaucoup faire des simulations. On va simuler des milliers de patients, ou on va simuler des évolutions, etc., avec des biomarqueurs, des strates, et des comportements, ou des observations cliniques. Alors, 3 champs à coordonner. En fait, j'en donne un exemple, 2 exemples même, de quoi pourrait ressembler une médecine du sommeil des systèmes. Donc la médecine des systèmes a largement transformé l'oncologie. Au lieu de se fixer autour du trouble, on se fixe vraiment autour du symptôme. Donc on regarde uniquement le symptôme, on regarde comment il interagit avec les autres symptômes, on regarde comment les symptômes se conforment les uns avec les autres, leur dynamique, on regarde des sous-groupes. Et donc, on peut aussi voir les traitements, comment ils agissent sur un ou plusieurs symptômes de manière évolutive. Et donc là, on se dégage un petit peu des grandes catégories diagnostiques et on regarde vraiment comment la sémiologie évolue et interagit de manière mutualiste. Et donc, dans un deuxième temps, un deuxième exemple de médecine de ce à quoi pourrait ressembler la médecine du sommeil computationnel, c'est une médecine du sommeil en termes de système dynamique, où là, on regarde vraiment l'évolution du patient dans sa dynamique. Et donc, on voit l'évolution d'un trouble et on se décale des profils de groupe pour vraiment regarder le patient dans sa singularité. Voilà, merci de votre attention.